La mobilité. Ce mot pourtant simple nous impacte au quotidien, que ce soit personnellement ou professionnellement. Nous nous déplaçons pour nous nourrir, nous divertir, nous sociabiliser, voyager, acheter, étudier et bien sûr pour travailler. Aujourd'hui, nous nous focaliserons sur les déplacements liés au travail alors que celui-ci est une préoccupation majeure pour la plupart d'entre nous. Nous nous déplaçons pour nous rendre sur notre lieu de travail alors que nous nous en éloignons de plus en plus. Ces déplacements représentent encore 29% des motifs de déplacement en 2019, d'après l'enquête nationale Mobilité des personnes. Mais nous nous déplaçons aussi dans le cadre de notre travail, où nous devons par exemple nous rendre dans une autre ville, parfois proche, parfois à des centaines de kilomètres. Et tous ces déplacements génèrent de nombreux effets sur les actifs. Ils peuvent les aider à réaliser leur travail, à améliorer les relations, à se réunir. Mais la mobilité, c'est aussi un temps incroyable que nous passons chaque jour dans les transports, des impacts notables sur la santé, avec 21% des actifs qui mettent plus de 30 minutes pour se rendre sur leur lieu de travail d'après l'enquête nationale Mobilité des personnes. Du stress peut être généré par des bouchons par exemple, ou de la fatigue peut apparaître parce que nous devons nous lever plus tôt. Elle peut être source de démotivation pour chacun et entraîne des coûts non négligeables au quotidien, mais aussi sur le long terme, avec l'entretien de son mode de déplacement par exemple. D'un autre côté, la mobilité a un impact fort sur notre environnement, et là où elle génère du stress chez les humains, elle en génère également sur le climat, avec toutes les émissions de gaz à effet de serre qu'elle produit. Rappelons ici que les transports constituent le premier contributeur aux émissions intérieures totales de gaz à effet de serre, GES, en France métropolitaine, et que les trajets domicile-travail représentent à eux seuls 13% des émissions de GES des transports en 2019, selon l'INSEE et le ministère de la Transition écologique. Enfin, les pratiques de mobilité changent, s'adaptent, que ce soit en lien avec les évolutions réglementaires, mais aussi parce que les modes de vie et besoins évoluent et qu'il convient de s'y adapter. La mobilité impacte donc le quotidien de millions de salariés en France et impacte d'autant plus le changement climatique. Elle est un sujet de société dont les employeurs s'emparent de plus en plus. Cependant, elle peut paraître obscure pour certains alors que de nombreuses manières de changer, réduire, améliorer nos déplacements existent. Encore faut-il les connaître et se les approprier. Dans ce cadre, nous entamons aujourd'hui notre nouvelle saison d'itinéraire bas carbone. Nous nous concentrerons sur la mobilité employeur, de la réglementation à la mise en place opérationnelle, au travers de 7 épisodes. Nous commençons cette saison avec un épisode découpé en 3 parties. Pour cette première partie d'épisode, j'accueille Céline Billard, chef de projet mobilité, et Romaric Nègre, chargé d'études chez ITER, coopérative de conseil en mobilité. Ils vont nous présenter les réglementations et dispositifs liés à la mobilité durable chez les employeurs en France, une belle occasion d'évoquer le passé et ainsi mieux comprendre les enjeux de la mobilité actuelle avec ces différents dispositifs. Bonne écoute! Bonjour Céline et Romaric, pouvez-vous vous présenter ainsi que le cabinet de conseil ITER? Bonjour Claire. Alors je vais commencer par, me présenter. Céline Billard, je suis chef de projet à ITER, donc qui est une coopérative de conseil en mobilité durable. Nous avons la prétention d'exister depuis 45 ans maintenant et donc on accompagne les territoires, et donc sujet d'aujourd'hui, les établissements employeurs publics et privés, dans leur démarche en fait de réflexion pour accompagner les mobilités du quotidien. Et donc, Romaric Nègre, je travaille à ITER depuis 2 ans et demi maintenant. Auparavant, j'ai travaillé à la DGITM, qui est la direction en charge des mobilités au ministère de la Transition écologique. Merci. Le sujet de la mobilité liée au travail n'est pas récent et implique un grand nombre d'organisations. Pouvez-vous nous faire un historique sur le sujet? Oui, en effet, c'est un sujet qui est très ancien, beaucoup plus ancien qu'on ne le pense. Il faut remonter aux premières lois. La loi d'orientation sur les transports intérieurs, la loi dite LOTI. C'est une loi qui date de 1982. Cette loi, elle a permis de mettre en place des outils. Parmi ces outils, il y a ce qu'on appelle le plan de déplacement urbain. Le plan de déplacement urbain, c'est un document de planification territoriale qui est mis en place par les collectivités territoriales qui sont autorités organisatrices des transports. C'est beaucoup de termes, hein. Les autorités organisatrices des transports, c'est ce qu'on appelle les AOT, qui aujourd'hui s'appellent les AOPEM. Mais passons. Je parlais donc de cette LOTI, des plans de déplacement urbain. Dans le cas des plans de déplacement urbain,
avec d'autres lois qui sont venues après, il a été défini que on devait donc améliorer, organiser les systèmes de transport et les déplacements des personnes. Et pour cela, on a identifié que les employeurs avaient un rôle à jouer. Donc, dans le cadre d'un plan de déplacement urbain, il convient d'encourager les employeurs, qu'ils soient publics ou privés, à accompagner leurs salariés vers des mobilités plus durables. Donc déjà dans les années 80, on avait, identifié le rôle des établissements employeurs pour améliorer les conditions de déplacement, les conditions de mobilité et on était sur des mesures incitatives. On disait: «Bah, c'est bien que les autorités responsables des transports, que les collectivités puissent apporter du conseil auprès des établissements employeurs». C'est vers les années 2000 où l'ADEME, aux côtés des collectivités territoriales, s'est saisie du sujet et a décidé de donner des outils aux établissements employeurs, comme d'ailleurs aux collectivités territoriales, pour avancer sur ces sujets. Ces outils, bah, c'était des guides méthodologiques. Un premier guide en 2004, un deuxième guide en 2007. Des guides à destination donc des chefs de projet au sein des collectivités, mais aussi à destination des employeurs pour qu'ils puissent mettre en place une stratégie au sein de leur établissement. L'ADEME est même allée plus loin. Elle a cofinancé des études. À l'époque, on n'était pas sur des dispositifs obligatoires, on était sur des démarches volontaires. Mais donc, il y avait une émulsion publique à accompagner les établissements employeurs à se saisir de ce sujet pour leur bien, pour le bien de leurs collaborateurs et je dirais pour le bien de l'environnement. Et puis, voyant que ce sujet-là a été pris en main de façon un peu timide, en 2015, on a vu une première loi qui rendait obligatoire la réalisation de plans de mobilité employeur. C'est la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui a énoncé dans ses textes une obligation. En 2018, tous les établissements employeurs de plus de 100 salariés localisés sur un même site devaient réaliser un plan de déplacement entreprise. Ça s'appelait comme ça, un PDE. Et puis ensuite, il y a eu d'autres évolutions, il y a eu d'autres lois, bien sûr, et qui ont donné des obligations aux établissements employeurs à prendre en main ce sujet, soit de façon globale, en effet, dans une démarche de plan de déplacement entreprise, soit de façon plus ponctuelle, à travers des outils, des dispositifs. Et il y a eu un grand changement de paradigme, de prise d'angle de vue sur le sujet de la mobilité au travail. C'est à travers la loi d'orientation des mobilités. Merci beaucoup Céline. Maintenant que nous avons une idée du passé, qu'en est-il aujourd'hui? Romaric, quelles sont les réglementations en vigueur? Alors aujourd'hui et depuis 2019, la loi de référence en vigueur, c'est la loi d'orientation des mobilités que Céline vient d'évoquer et que l'on évoque souvent sous l'acronyme LOM. Cette loi est structurante pour de multiples raisons, parce qu'elle ouvre les champs de la mobilité et elle actualise aussi en quelque sorte la façon dont on appréhende les transports et les déplacements dans la gestion et aussi dans l'investissement. Pour ce qui est de la mobilité en entreprise, la LOM inscrit des objectifs de renouvellement de flotte de véhicules pour les entreprises de plus de 50 collaborateurs et qui disposent d'une flotte supérieure à 100 véhicules. Elle fait également avancer les choses sur l'installation de bandes de recharge pour les véhicules électriques sur les parkings. Elle vient en quelque sorte remettre en musique les dispositions relatives à la mobilité dans le corpus réglementaire, c'est-à-dire dans le code des transports, dans le code de l'environnement, dans le code du travail, dans le code de la construction, etc. C'est, comme le disait Céline, un changement de paradigme majeur, puisqu'avant la LOM, je dirais que la focale était sur l'aspect environnemental et que depuis, l'aspect humain, l'aspect qualité de vie au travail, euh, viennent pleinement s'ajouter à ces thématiques. Cela rebat complètement les cartes de la manière dont les démarches doivent être mobilisées par les employeurs. Il y a aussi un changement sémantique avec l'instauration par la LOM du plan de mobilité employeur, qui remplace le plan de mobilité instauré par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015, qui avait lui-même remplacé le plan de mobilité entreprise de 1982 dont parlait Céline tout à l'heure.
On parle aussi de plan de mobilité employeur en commun lorsque la démarche est conduite conjointement par plusieurs entreprises. Ce plan de mobilité employeur est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés sur un même site. Et preuve que la mobilité se fait finalement une place dans la qualité de vie au travail, la dynamique de la démarche évolue avec l'arrivée du thème de la mobilité directement dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les fameuses NAO que Céline évoquait tout à l'heure. La mobilité s'immisce ainsi de manière obligatoire au cœur du dialogue social des entreprises pour trouver des solutions concrètes. Et à défaut d'un accord trouvé lors des NAO, un plan de mobilité employeur complet devra être mené pour explorer le potentiel d'autres solutions. Ensuite, la loi climat et résilience de 2021 est venue compléter certains aspects de la LOM sur le montant maximum du forfait mobilité durable, que l'on évoquera tout à l'heure, par exemple, ou bien sur les objectifs de verdissement de la flotte de véhicules, en fixant de nouveaux objectifs de moyen terme pour l'État et les collectivités territoriales. En dehors de la LOM, d'autres réglementations, politiques ou méthodes peuvent pousser à prendre en compte la mobilité au travail. C'est notamment ce qui touche à la comptabilité du carbone dans les organisations, par exemple le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, le BGS que Céline évoquait tout à l'heure, inscrit dans le Code de l'environnement, ou la directive CSRD sur l'information en matière de durabilité des grandes entreprises. On peut également rapidement évoquer la gestion de la flotte. C'est la méthode du fleet management dans certaines entreprises, ou plus globalement la gestion des déplacements, le travel management, cet accent plutôt récent sur les voyages bas carbone au sein des entreprises. Enfin, à noter une importance que Céline évoquait tout à l'heure, de plus en plus forte, accordée à l'inclusivité dans les politiques de mobilité des organisations. Merci Romaric. On aura notamment un épisode sur la mobilité inclusive qui pourra du coup explorer plus en profondeur ce sujet. Pour continuer, Céline, quels sont les dispositifs mobilisables par les employeurs? Alors, les dispositifs mobilisables sont, je dirais, nombreux, hein, en effet. Il y a eu, à travers les différents textes, réglementaires, législatifs que Romaric a évoqués, plusieurs dispositifs proposés. Certains d'entre eux sont obligatoires, d'autres sont facultatifs. Et à noter également que ces dispositifs sont en amélioration continue en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y a toujours des réflexions, pour les faire évoluer, pour en proposer de nouveaux, en s'adaptant bien sûr au contexte sociétal. Je vais d'abord commencer par le titre mobilité. Le titre mobilité, c'est une solution qui existe de prépaiement dématérialisé, heu, pour gérer ce qu'on appelle le forfait mobilité durable et la prime transport. Le forfait multidurable, on en reparlera un petit peu plus en détail, ensuite, mais il faut avoir à l'esprit que ce sont des dispositifs qui permettent d'accompagner financièrement, pécuniairement, la mobilité durable, je dirais, en tout cas les mobilités alternatives à la voiture autosoliste des collaborateurs. La prime transport, c'est également un dispositif qui permet de financer, la mobilité des collaborateurs, notamment en voiture, particulière, thermique ou électrique. Donc ce dispositif de titre mobilité, c'est une forme d'agrégation de ces 2 dispositifs, forfait mobilité durable et prime transport, et parfois ça gère également la prise en charge de l'abonnement transport public, obligatoire de la part des employeurs à hauteur de 50. Il y a également d'autres dispositifs comme par exemple, la car policy. Romaric vient d'évoquer le fleet management. Ça, c'est la gestion de flotte. Lorsqu'un établissement employeur a une flotte de véhicules ou un parc de véhicules, à l'intérieur, il va avoir 2 typologies de véhicules. Il va avoir des véhicules de service qui sont gérés dans le cadre du fleet management et il a parfois des véhicules de fonction. Ces véhicules de fonction, ils sont régis par un cadre, défini au sein de l'établissement qui permet d'attribuer à un collaborateur un véhicule et c'est une rémunération complémentaire. C'est ce qu'on appelle le véhicule de fonction et le document qui encadre, ces règles-là au sein de l'établissement, c'est une car policy.
Ça, c'est un outil aussi au sein de l'établissement qui permet, je dirais à un moment donné, d'assurer une gestion de la politique mobilité. Il y a, la gestion de flotte globale, le fleet, management qui aussi, est régi aujourd'hui par en effet des obligations, comme ça a été dit, en matière d'évolution du parc de véhicules vers des véhicules moins carbonés. Et puis, il y a aussi tous les autres véhicules que l'on peut proposer aux collaborateurs et plus seulement, comme on le faisait autrefois, uniquement des voitures ou des, véhicules techniques, mais d'orienter, les déplacements professionnels, les déplacements de mission des collaborateurs avec d'autres modes de déplacement plus vertueux, comme peut-être, des vélos, des véhicules électriques de plus petit gabarit, ainsi de suite. Ça, c'est vraiment la gestion de flotte de véhicules, le fleet management. On a bien sûr ce sujet sur lequel on va s'attarder un petit peu, Romaric et moi-même, la question du forfait mobilité durable, qui est un dispositif fort qui a évolué ces dernières années. Merci Céline. Et du coup, cette prochaine question, pouvez-vous faire un focus sur le forfait mobilité durable? Oui, alors le forfait mobilité durable ou FMD dans le jargon, c'est un dispositif financier, Céline vient de le dire, incitatif de soutien aux salariés à la fois du secteur public et du secteur privé pour leur déplacement domicile-travail. Il vise à accompagner financièrement une pratique pour rendre plus attractives les mobilités alternatives à la voiture individuelle. C'est le cas du vélo, c'est le cas du covoiturage notamment. C'est un dispositif qui est encadré pour être mobilisé par tout employeur. Et nous invitons d'ailleurs les auditrices et auditeurs à consulter la foire aux questions mise en place par le ministère de la Transition écologique, qui est particulièrement intéressant sur le sujet. Le FMD n'est pas obligatoire pour les employeurs privés. C'est un dispositif un dispositif financier qui n'est pas soumis à cotisation sociale et exonéré de charges sociales pour l'employeur. Autrement dit, cela ne génère pas de coûts supplémentaires. Pour les employeurs publics, une distinction existe entre les trois versants de la fonction publique. C'est un petit peu complexe cet élément, mais important à préciser. Pour la fonction publique hospitalière, le FMD est de droit, c'est-à-dire que le dispositif ne nécessite pas de délibération du conseil d'administration des établissements hospitaliers. Il s'applique par défaut, en quelque sorte. Ce principe est aussi valable pour les services de la fonction publique de l'État, ne disposant pas de la personnalité morale. C'est le cas de l'administration centrale, par exemple. Nous entendrons tout à l'heure la Direction générale des finances publiques sur ces aspects, mais également des services déconcentrés. En revanche, pour la fonction publique territoriale, c'est-à-dire les collectivités, et les organismes de la fonction publique de l'État disposant de la personnalité morale, c'est par exemple les établissements publics comme l'ARS, l'IGN, Météo France, la mise en place du FMD est soumise à délibération de l'organe délibérant de ces structures. Une différence notable pour le public avec le FMD pour le privé, c'est que le montant annuel dont bénéficie l'agent est, je dirais, davantage cadré. Il dépend du nombre de jours d'utilisation des modes de déplacement éligibles et jusqu'à 300 € par an et par agent exonéré d'impôts. Ce dispositif, il est mis en place au sein de l'établissement, alors on va essentiellement parler d'établissement privé puisque c'est là où il y a le cadre le plus souple en fait de mise en œuvre. Ce dispositif, il est mis en place au sein de la structure, de différentes façons. Généralement, il va mobiliser différents services, différents, organes au sein de l'établissement. Il va mobiliser bien sûr la direction parce que cela nécessite une décision au sein de l'établissement employeur. Il va mobiliser les ressources humaines puisqu'on est vraiment sur un sujet dit RH, ressources humaines. C'est les ressources humaines qui vont appliquer, ce forfait mobilité durable, dans le cadre de la gestion des payes, hein, notamment. Puisque si c'est un dispositif financier, il doit être pris en compte sur l'ensemble des dispositifs financiers des ressources humaines. Et ce dispositif, dans le cadre
à la fois de la négociation, mais aussi de la mise en œuvre, va pouvoir mobiliser différentes parties prenantes au sein de l'établissement. Il va notamment pouvoir mobiliser, si on a un responsable, responsabilité sociale des entreprises, RSE, si on a un responsable développement durable, DD, il va mobiliser les instances représentatives du personnel, sous l'acronyme IRP, ou les représentants du personnel à travers le CSE, le Conseil social et économique, au sein de l'entreprise. Ces différents acteurs-là vont pouvoir être mobilisés sur la réflexion pour la mise en œuvre de ce forfait mobilité durable. Quand on parle de mobilisation sur la réflexion, c'est bien de définir à un moment donné quels sont les modes qui vont être retenus pour ce forfait mobilité durable, quel est le montant qui va être choisi selon les plafonds d'exonération de charges sociales et fiscales évoqués par Romaric tout à l'heure, et ça va être à quelle période on va lancer ce forfait mobilité durable. On va pouvoir également échanger sur les modalités de versement de ce forfait mobilité durable. Est-ce que ce forfait mobilité durable, en effet, il est mis en place dans le cadre d'un titre mobilité que j'ai évoqué tout à l'heure? Est-ce qu'il va être mis en place tout simplement sur un versement sur la paye? Versement mensuel? Versement annuel? On va réfléchir sur toutes les manières dont on va mettre en place ce dispositif-là. Et pour cela, on va mobiliser en effet différentes parties prenantes, différents acteurs, différents décideurs au sein de l'établissement pour pouvoir le réfléchir ensemble, l'inscrire ensemble, peut-être dans le cadre en effet de négociations annuelles obligatoires et dans le cadre d'un accord, hein, spécifique au forfait mobilité durable. Et puis derrière, on va mobiliser encore d'autres acteurs lorsqu'on va le mettre en œuvre. Bien sûr, on va remobiliser, je dirais des acteurs essentiels comme le Conseil économique et social. On va pouvoir remobiliser les instances représentatives du personnel et les ressources humaines, mais on va aussi mobiliser fortement la communication pour le rendre visible, intelligible pour les collaborateurs et pour qu'ils se saisissent de ce dispositif-là. Ce dispositif revêt des avantages, je dirais, larges pour les collaborateurs. C'est un dispositif donc qui va soutenir financièrement leur mobilité du quotidien, qui va les accompagner dans une transition, en quelque sorte, dans un changement de comportement et qui va leur permettre d'envisager leur mobilité différemment et d'avoir moins à supporter les coûts financiers et la pénibilité de certains de leurs déplacements. Bien sûr, ça n'a pas que des avantages, ça peut avoir des inconvénients. Les inconvénients, c'est si ce dispositif a été pas suffisamment réfléchi avec les instances représentatives du personnel. Ça peut être un inconvénient parce qu'il n'est pas compris par les collaborateurs, parce qu'il n'est pas bien soutenu par la communication, parce qu'il n'est pas bien expliqué sur les modalités de mise en œuvre. Ça peut être un inconvénient, parce qu'il a un poids financier assez lourd pour l'établissement employeur. Néanmoins, ça deviendra un avantage au cours du temps, parce qu'on va se rendre compte que finalement les coûts de la mobilité vont être réduits, même si, le forfait mobilité durable peut être en effet un investissement en quelque sorte, en tout cas, un coût assez important parfois à porter, pour des employeurs qui ont une masse salariale importante. Le forfait mobilité durable, toujours au sein des établissements privés, en effet, comme l'a dit Romaric, revêt un spectre assez large. On peut travailler sur la mobilité à vélo, on peut travailler, sur les mobilités dites partagées, on peut travailler sur le covoiturage, on peut accompagner aussi l'usage des transports publics de façon occasionnelle. À chaque employeur de définir quel mode de déplacement il souhaite encourager et il va choisir dans cette large palette de modes de déplacement, celui ou ceux qu'il souhaite, encourager le plus. Il peut choisir toute la palette écrite dans les dispositifs réglementaires et dans l'arrêté correspondant, ou il peut choisir un mode ou 2 ou 3, parce il pense que ce sont les modes les plus pertinents, et les plus adaptés pour ses collaborateurs. Dans le public, les plafonds financiers sont fixés, les modes de déplacement sont fixés, les modalités d'application et de distribution de ce forfait mobilité durable sont écrits. Les arrêtés correspondants, il y en a 3 en fonction en effet des 3 versants de la fonction publique, définissent clairement les modalités de déploiement
de ce dispositif-là. Ce dispositif, le forfait mobilité durable, est suivi à travers un baromètre qui est diffusé depuis 3 ans et qui est diligenté par l'ADEME et par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires à travers la DGITM. Ce baromètre permet de voir quelle est la prise en main de ce dispositif auprès des établissements privés comme publics. Il permet de voir comment ce forfait mobilité durable progresse. Et il a été constaté, à travers le dernier forfait mobilité durable, qu'à peu près un tiers des employeurs interrogés, bien sûr on se base sur un échantillonnage d'employeurs, un tiers des établissements employeurs privés interrogés s'étaient saisis du forfait mobilité durable et avaient connaissance, en tout cas, de ce dispositif. Parmi les établissements interrogés, 29% d'entre eux, donc quasiment un tiers, avaient mis en place ce forfait mobilité durable. Et 36% d'entre eux prévoyaient de le faire. Donc on a à peu près 50% des établissements employeurs au moment du dernier baromètre forfait mobilité durable qui soit s'étaient vraiment saisis par une mise en œuvre concrète, soit avaient prévu de mettre en place le forfait mobilité durable. Merci beaucoup Céline. Donc une dernière question pour cette première partie de l'épisode 1. Une fois que nous avons connaissance des différentes réglementations et dispositifs disponibles, comment s'engager dans une démarche en faveur de la mobilité durable? Alors, la démarche la plus complète pour appréhender les mobilités au sein d'une organisation, c'est celle du plan de mobilité employeur que l'on a évoqué tout à l'heure, qui est décrit au 9e alinéa de l'article 1214-2 du Code des transports. C'est une stratégie globale parce qu'on va s'interroger sur tous les déplacements ou non-déplacements liés à l'activité, c'est-à-dire les trajets domicile-travail, mais aussi les trajets professionnels et à la pause méridienne. On cherche à identifier les pratiques, les besoins, les propensions au changement. On vient pointer les grands enjeux de la mobilité pour l'employeur et pour les collaborateurs. Et c'est un outil systémique qui permet de dégager sur la base d'un diagnostic, et je crois que cette question du diagnostic sera évoquée dans un prochain épisode. On vient dégager les marges de manœuvre pour la mobilité durable, peut-être avec des stratégies après plus thématiques. Il existe en effet des stratégies thématiques modales notamment. Et je vais pouvoir citer la première, qui est une stratégie vélo, qu'on va pouvoir retrouver à travers un dispositif qui s'appelle le label Objectif Employeur Pro Vélo. Ce label, OEPV, Objectif Employeur Pro Vélo, a été mis en place grâce à des certificats d'économie d'énergie, C2E. Le label OEPV donne un cadre avec des champs et des critères qu'on va pouvoir suivre et qui vont permettre de structurer ces stratégies vélo pour encourager la pratique de la mobilité cyclable pour les collaborateurs, que ce soit sur les déplacements domicile-travail, les déplacements à la pause méridienne, mais aussi les déplacements professionnels. Donc on peut suivre la charte de l'objectif employeur pro vélo avec ses différents critères qui vont permettre de guider la prise en main de ce sujet au sein de l'établissement employeur. On peut mettre en place également une stratégie covoiturage. Pour cela, on va dresser un diagnostic. On va essayer d'identifier quelles sont les poches résidentielles des collaborateurs. On va regarder donc si on a des collaborateurs qui habitent sur des secteurs géographiques communs. On va pouvoir mettre en place des mesures organisationnelles, par exemple, pour encourager la mise en relation de ces collaborateurs, leur permettre de covoiturer ensemble le matin, le soir. On va pouvoir mettre en place le forfait mobilité durable que l'on a expliqué auparavant, qui va permettre d'encourager financièrement le covoiturage. On va pouvoir proposer des outils de mise en relation auprès des collaborateurs, que ce soit des outils numériques ou tout simplement des outils comme une animation, un événement autour du covoiturage pour permettre aux collaborateurs de se connaître et de se mettre en relation. On va pouvoir aussi mettre en place des dispositifs comme tout simplement des places réservées aux covoitureurs. Un ensemble comme ça de mesures permet de mener une stratégie, dans le cas présent covoiturage ou une stratégie vélo, qui
autour d'une thématique modale par un ensemble de dispositifs, que ce soit des dispositifs financiers, des équipements, des mesures organisationnelles, vont permettre d'accompagner de façon complète une pratique des collaborateurs. On peut mettre en place aussi une stratégie qui n'est pas une stratégie d'accompagnement sur un mode de déplacement. Ça peut être en effet une stratégie plutôt de décarbonation. Par exemple, à travers, en effet, la décarbonation du parc, de la flotte de véhicules au sein de l'établissement employeur. Comme on l'a dit tout à l'heure, en mettant en place par exemple des vélos de service, des vélos de fonction également, en mettant en place des véhicules légers appelés Véli. Ce sont des petits véhicules qui aujourd'hui ressemblent soit à des vélos améliorés, soit à des petits véhicules électriques, voitures 4 roues. On peut mettre en place un accompagnement de la décarbonation des véhicules des collaborateurs, soit en mettant en place la prime transport, en accompagnant financièrement le rechargement des véhicules, en mettant en place des bornes de recharge électrique sur site, en aidant peut-être au financement de l'acquisition d'un véhicule électrique. Il y a différentes manières d'accompagner la décarbonation au sein d'une stratégie d'entreprise. On peut également avoir une stratégie de réduction de la mobilité, car aujourd'hui, il n'y a pas plus vertueux finalement en termes d'impact, que ce soit des impacts financiers, des impacts environnementaux, des impacts en termes de pénibilité au travail. Il n'y a rien de plus vertueux que de réduire la mobilité, soit en réduisant les kilomètres parcourus, soit tout simplement en évitant le déplacement. On a fait un grand pas à travers la crise sanitaire en mettant en place des accords sur le télétravail, en permettant la réalisation d'entretiens, de réunions qui étaient auparavant réalisées en présentiel et en les permettant maintenant en distanciel. Il convient de continuer à accompagner ces pratiques-là et à identifier, que ce soit entre collaborateurs, entre services, entre sites, avec les prospects, avec les clients, avec les personnes accompagnées, les mesures qui permettent aujourd'hui de réduire les déplacements réalisés par les collaborateurs. Quelle que soit finalement la stratégie que l'on souhaite mettre en place au sein de son établissement, que ce soit sur un mode de déplacement, que ce soit sur la réduction de la mobilité, que ce soit dans une stratégie de décarbonation des mobilités, il convient dans un premier temps de dresser un diagnostic, un état des lieux, qui fera l'objet en effet du prochain épisode. Oui, effectivement, merci Céline. Le prochain épisode, ce sera sur les différentes étapes pour réaliser son diagnostic. Merci beaucoup à vous deux pour tous ces éclairages. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup pour ces éclairages et cette mise en perspective de tous les termes, réglementations et dispositifs qui vont nous suivre pendant cette saison d'itinéraire bas carbone. Nous accueillons pour cette deuxième partie d'épisode Delphine Ribes, adjointe au responsable de la mission ECOFIP à la Direction générale des finances publiques, qui nous fera un retour d'expérience sur la manière dont ils ont réalisé des plans de mobilité employeur au sein de leurs 132 directions.